Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Xavier Blanc. Je suis professeur à l'Université de Bordeaux, comme je disais, dans lequel j'enseigne le DDD depuis maintenant 2-3 ans, quoi. Essentiellement côté développeur. Donc, il y a deux axes pour présenter le DDD, donc Domain Driven Design. Il y a l'axe un peu stratégique, où on voit toute l'application comme vraiment avec la map, essayer de voir les gros composants. Et puis, il y a le côté plutôt tactique, côté dans le code, comment on met en place le DDD. Moi, j'ai toujours eu une approche tactique parce que mon public, c'est un public de développeurs. J'enseigne ça au Master 1 de l'Université de Bordeaux. Après, j'ai fait des présentations dans d'autres écoles. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est de vous présenter le DDD côté vraiment développeur en vous donnant des exemples de code. On va essayer de coder une application. Je vais essayer d'aller vite. Je l'ai sous la main, mais on va essayer de la redévelopper. Ça serait sympa. Et puis vous donner des petits retours sur l'expérience. Alors c'est sans prétention. Voilà, c'est mon expérience, c'est des petits trucs que j'ai cru comprendre. N'y voyez pas là un côté vraiment donneur de leçons, c'est plutôt un échange d'expérience. Il se peut que vous soyez pas d'accord avec ce que je dis, c'est tant mieux, ça nous permettra de discuter. Donc je vous invite vraiment à me dire ah ben non, moi je fais ça comme ça, puis voilà quoi, comme ça on pourra échanger, ça nous fera tous progresser dans notre compréhension du DDD. Alors que j'ai reconnu des noms, il y en a qui connaissent bien le DDD. Il y en a qui doivent connaître à peine, donc je vais essayer de faire la difficile exercice de joindre les deux bouts. Donc je vais présenter un peu les concepts assez rapidement, et puis on avancera là-dessus sur des exemples un peu plus concrets, et je parlerai beaucoup d'architecture hexagonale, parce que pour moi c'est lié. Le DDD et l'architecture hexagonale, c'est deux choses qui vont très très bien ensemble. Alors pourquoi un Rex? Donc effectivement, j'enseigne ça à l'université de Bordeaux. Donc tout est disponible sur YouTube. Il y a même des exercices quelque part sur mon site web, je pense. Donc ça m'a permis de bien réfléchir à la façon pédagogique de faire un peu comprendre ces notions. Le but est qu'on ne ressorte pas expert du DDD après cette formation, mais qu'on comprenne quelques concepts et puis qu'on ait envie d'aller plus loin. Et puis, nous, on développe une grosse application open source qui s'appelle FX dans le domaine du test logiciel. Vous aurez les slides d'une manière ou d'une autre. J'imagine qu'il y a ce genre de petites questions. Donc voilà, les slides sont enfin FX est disponible sur GitHub, l'abri progress /FX, et si vous allez voir, tout est développé en DDD. Et puis après, je fais du consulting, je fais des webinars, ce qui me permet de discuter avec pas mal de gens qui font du DDD. Et donc là, je profite un petit peu de l'occasion pour vous donner un petit peu un point de vue côté développeur. Alors ça, c'est le planning de mon cours, mais nous, on va essentiellement parler un tout petit peu des motivations d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien le DDD. Et puis, je rentrerai dans le vif du sujet. Donc vraiment, j'ai un principe pédagogique, c'est de partir du code, partir du côté vraiment code, pattern tactique, donc ces fameux patterns que sont value object, entity et aggregate, et de voir comment ils s'intègrent dans l'architecture hexagonale. Voilà. J'espère, si on a le temps, qu'on pourra parler un petit peu d'aggregate et de la sauvegarde. Et après, il y a tous les autres points que je ne traiterai pas aujourd'hui, bien sûr, mais si jamais ça vous intéresse, eh bien, pourquoi pas prendre rendez-vous, soit pour un autre webinar, soit même pour un échange un peu plus point à point. On peut aussi, j'ai déjà fait avec plusieurs personnes, on peut discuter un peu à bâton ouvert, bâton rompu, je ne sais pas trop comment on dit. Mais bon, bref, on peut discuter librement sur ces aspects-là. Voilà le plan du webinaire d'aujourd'hui. Alors, je regarde si jamais il y a des petites questions. Non, il n'y a que du bonjour. Bon, bonjour à tous et à toutes. Allez, hop, on démarre. Alors, partie 1, motivation. Qu'est-ce qui, pour moi, fait vraiment partie des motivations? L'idée est de se dire, OK, à partir de quand ça commence à gratter un petit peu, et à partir de quand vous dites, bon, si j'allais voir le DDD, là, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Voilà, donc quel est le but? Donc, en fait, pour moi, c'est que vous êtes en train de développer un logiciel, et ce logiciel, il va être au cœur de votre business. Voilà, vous faites un logiciel, et s'il est au cœur de votre business, c'est qu'il a envie vous avez envie qu'il mange le monde. Donc là, c'est la petite citation de Marc Andreessen qui a dit ça quelques années, et puis maintenant on le voit clairement, les logiciels mangent le monde, clairement. Et donc vous êtes en train de développer votre application, vous faites du business avec, peut-être pour votre boîte, ou open source, mais vous avez vraiment envie de faire un logiciel qui va durer dans le temps et qui va prendre des parts de marché. Alors ça a peut-être un côté un peu business, mais vous en êtes là, vous avez envie vraiment de développer une application qui va conquérir le monde. Alors pour moi, une application qui va conquérir le monde, elle a trois aspects. Elle a un aspect business, donc qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils utilisent votre application? Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Oui, mais pourquoi? Donc ça, c'est l'aspect business. Il y a un aspect usage.
L'usage, c'est en gros quelle est l'expérience utilisateur que vous donnez via votre application. Et puis il y a un aspect techno. Donc la techno, là, c'est plus ma spécialité. Donc quelles sont les technologies que vous avez utilisées pour faire en sorte que cette application marche et marche plutôt bien. Et en fait, ça, c'est trois piliers, les trois perspectives de ce que j'appelle un produit numérique. Et c'est ces trois piliers qui font la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si jamais vous faites un truc qui est super au niveau de technologie, vous utilisez les dernières technologies, etc., mais il y a zéro expérience utilisateur et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt. Personne ne va mettre de l'argent pour votre application, elle n'est pas fondamentalement utile. Alors, ce n'est pas vraiment un produit numérique. À l'inverse, si votre application, elle est géniale, tout le monde la veut, c'est un business super, mais que derrière, technologiquement, c'est des vieilles techno, eh bien, tout le monde la veut, mais rapidement, quand ils vont l'utiliser, on va avoir soit de la dette technique, soit autre, soit des trucs, quoi. Et puis, ça va pas durer dans le temps. Et le troisième axe, l'usage, on a tous conscience de cela. Si vous n'avez pas bien vu votre usage, votre expérience utilisateur, clairement, les utilisateurs, ils vont partir. Ok, donc là, il y a ces trois aspects. Et moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est l'aspect technologie. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau techno pour que notre application dure longtemps. En fait, c'est ça. Et pour moi, le DDD, c'est, alors j'adore ces dessins d'Anki Bilal, là, c'est, voilà, on va remaîtriser la technologie. En gros, le claim, hein, la grosse message que je dis depuis plusieurs années, c'est les développeurs, c'est vraiment les artisans. Donc, il y a ce fameux courant qui est top, hein, l'artisanat logiciel, software craftsmanship, là. Mais le but du jeu, c'est qu'on reprenne vraiment le contrôle de toutes ces technologies. Donc, de plus en plus, moi, quand je code, j'utilise de moins en moins de frameworks. De plus en plus, quand je code, j'utilise de moins en moins de frameworks. C'est assez marrant. Mais j'ai fait partie d'une génération, j'ai 45 ans, c'est pas un drame, où nous, on nous a appris à développer avec pas mal de frameworks. Il y avait pas mal de couches, il y avait J2E à bloc à un moment donné. Et là, je trouve qu'on y revient un petit peu et vraiment, on reprend la maîtrise du code, on reprend la maîtrise de la technologie. Et pour moi, le DD et l'archi hexagonal, c'est pleinement ça. C'est-à-dire qu'on veut créer et maîtriser la technologie. Donc voilà, donc en gros, ça c'est la motivation. Si vous faites une application qui veut manger le monde, si vous êtes prêt à maîtriser votre technologie, vous êtes vraiment maître de votre technologie, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire au niveau techno, alors à mon avis, le DDD, le DDD et l'archi hexagonal, ça va répondre à pas mal de vos demandes. Voilà, donc une fois que j'ai fait la motivation, je rentre dans le vif du sujet, c'est ce que j'ai appelé la partie 2 de mon cours, mais là je zappe des grandes parties, vous avez bien compris, c'est qu'on va rentrer vraiment dans cette architecture hexagonale et le lien avec le DDD. Alors j'ai fait un petit schéma là-haut, là où vous voyez, est-ce que je peux déplacer ma souris? Ouais, super. Vous voyez des hexagones, alors j'ai une vision très très synthétique des hexagones, et en fait l'idée c'est que j'utilise l'architecture hexagonale pour rentrer le DDD. Donc l'idée c'est qu'on va avoir le domaine vraiment au cœur de l'application. Donc ça c'est vraiment important quand on commence à faire du DDD. Notre application, elle a un business. Donc ça, c'est vachement important. Elle a un business, donc elle joue un rôle, les gens vont payer pour quelque chose, et ça, c'est souvent ce qui est core business, donc qui est vraiment au centre de votre application. Et c'est là où le DDD va dire, ça, vous le codez directement avec votre langage de programmation. Nous, ici, on prend un langage de programmation orienté objet, même plutôt classe, avec les classes, etc. Mais en gros, ce que va vous dire le DDD, il faut absolument commencer par coder le cœur de votre application, c'est-à-dire le domaine. Une fois que vous aurez codé ça, vous pourrez coder les autres couches. Donc, malheureusement, on ne pourra pas trop en parler aujourd'hui. Donc, la couche application, c'est quels sont en gros les services que vous offrez. La couche customer, c'est par quelle interface utilisateur on peut atteindre votre application. Et infra, c'est toutes les dépendances techniques. Comment vous assurer que vous n'êtes pas purement objet, mais vous utilisez quand même des frameworks, typiquement pour la sauvegarde ou pour la sécurité ou ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est la grande partie de l'hexagone. Et nous, on va rentrer, de suite dans ce webinaire, on va rentrer dans cette couche domaine, on va voir comment on la développe. Alors, commençons par ce domaine, la couche la plus importante pour moi de l'architecture hexagonale, et là où vraiment le DDD, avec ses fameux patterns tactiques, offre une valeur ajoutée. Cette couche domaine vous dit en gros, vous allez devoir développer votre métier. C'est au cœur de toute l'application se trouve la couche domaine et c'est votre métier, ce qui définit votre application. Donc, dans cette couche métier, on va trouver quoi? Les données qui sont gérées l'application. Et là, ce qu'on va vous dire, c'est, par exemple, donc ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants, et souvent ils sont un peu surpris, ne commencez pas par faire un schéma relationnel des données là, de votre application. Codez vos données. Faites des types, donc des types abstraits. Donc ça, c'est le point important quand on fait du DDD, coder tout. Vous n'utilisez pas de base de données. Vous allez utiliser des classes essentiellement, enfin si vous prenez un langage à classe. Et donc, commencez par coder le centre de votre application, coder les données. Coder les données, c'est faire des classes, faire des types abstraits
qui vont préciser quelles sont les données que manipule votre application. Codez les traitements. Qu'est-ce qu'elle fait votre application? C'est quoi les traitements qu'elle propose? Codez-les. Donc vous aurez vraiment une définition un peu pure en code des données et des traitements de votre application. Tout ça, vous mettez ça dans la couche domaine. D'accord? Vous faites ça sous forme d'objet et vous mettez ça dans la couche domaine. Qu'est-ce qui n'est pas domaine? Donc ça, c'est toujours intéressant quand on fait du DDD, c'est qu'est-ce qui est domaine? Donc les données et les traitements qui sont au cœur business de votre application. Qu'est-ce qui n'est pas domaine? L'interface utilisateur. Est-ce qu'il y a des boutons? Est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce qu'il y a... C'est pas domaine, c'est pas business. La sauvegarde, la base de données, c'est pas domaine, c'est pas business. Donc ça va sortir de la couche domaine. Les mécanismes d'optimisation de la performance, le cache, la sécurité, c'est pas domaine. Donc ça sort complètement de la couche domaine de notre application. Alors la sécurité, ça surprend. Alors notamment avec mes étudiants, hein, j'ai beaucoup ce public en tête parce que j'ai donné mon cours il y a très peu de temps. Les étudiants, rapidement, chez moi en tout cas, ils commencent par faire les utilisateurs, les access control list, etc. Non. On va d'abord focus sur le domaine. Si vous regardez dans FX, le GitHub que je vous ai donné, si vous avez eu le temps de le copier-coller, sinon je le redonnerai dans le chat, tous les composants que je fais, tous les hexagones, il n'y a pas du tout de sécurité. Après, il y aura un composant qui va gérer la sécurité. Mais là, en fait, on reste business-driven, domain-driven. Donc, on code le domaine en premier et tout ça, ça ne fait pas partie du domaine. Domain first, codez le domaine en premier. Définissez vos objets métiers avant toute chose. Précisez leurs données, leurs traitements, précisez les cas nominaux, c'est-à-dire comment ça marche, et surtout les cas exceptionnels ou les erreurs. Et surtout, ne vous souciez pas de la sauvegarde, de la performance, etc. Donc, quand vous commencez à faire votre application, vous focus sur le métier. Les données, les traitements, le cas normal, les cas bizarroïdes, tout ça, ça se code. Et là, c'est super intéressant parce qu'on va vraiment voir, on va se rendre compte quand on va coder, qu'il y a plus de cas pas nominaux, il y a plus de cas un peu anormaux ou exceptionnels. Il va falloir tout cela les coder. Et qu'est-ce qu'on reçoit comme exception? Qu'est-ce qu'on reçoit comme message d'erreur? Ça, c'est vachement important. Et tout ça, on va le coder dans le domaine. Je prends un exemple. Un site e-commerce. Site e-commerce, quels sont ses concepts? Donc là, on va travailler un petit peu au niveau métier. Quels sont ses concepts? Bon, des produits proposés par le site, le panier, etc. Et bien, bim, on va coder ça. On va coder un produit, on va coder un panier, on va expliquer la relation entre ces concepts. J'imagine qu'un panier peut contenir des produits. On va expliquer le processus métier. Je peux ajouter des produits dans un panier, puis au bout d'un moment, j'arrête, je dis c'est bon, la commande, elle est faite. Et donc, je vais pouvoir tester. Alors ça, c'est super intéressant quand on fait du DDD, c'est qu'on va pouvoir écrire les tests sur le métier le plus rapidement possible. Et on n'a pas besoin d'une base de données, on n'a pas besoin d'un serveur web, on a besoin de rien. On a nos classes métiers et on peut les tester. Un autre exemple, celui-là, il est génial. Essayez de le faire, il est super compliqué à coder. Une partie d'échecs. Alors c'est revenu à la mode avec le jeu de la dame, là, sur Netflix. Donc quels sont les concepts quand on joue aux échecs? Une partie, un échiquier, un pion, une dame, un roi, mat, patte, le roc. Donc si vous n'avez jamais joué aux échecs, il y a des concepts que vous ne devez pas connaître, mais bon, c'est des concepts d'un jeu, d'accord? La partie, l'échiquier, le pion, la dame, un roi, etc. Qu'est-ce qu'une partie? C'est quoi un échiquier? Comment on bouge les pièces? Quelles sont les relations entre les concepts? Alors on le comprend, le roi, il est sur l'échiquier. Ah oui, le pion, il est sur l'échiquier, mais le pion, il peut être mangé, donc il n'est plus sur l'échiquier. Il y a les pions noirs, il y a les pions blancs. C'est quoi un roc? Quand est-ce qu'on a le droit de roquer? Tout ça, ça se code avec des classes. Et bien avant de savoir comment on va sauvegarder dans une base de données, bien avant de savoir quelle sera l'interface utilisateur, comment l'utilisateur il va pouvoir déplacer, sur quoi il doit cliquer pour déplacer ces pièces. Et on va pouvoir tester. Alors j'ai vu qu'il y avait des 3 petites questions dans le chat, peut-être je vais aller voir. Non, c'est toujours des bonjours. OK. Tac. Donc quand vous comprenez bien ça, donc ça c'est vraiment le grand enseignement du DDD et je pense aussi de l'architecture hexagonale, c'est de commencer par ces concepts-là. Alors, ça, c'est bien beau, ok, tout le monde va dire, ok, super, je vais le faire, mais c'est quoi la plus-value du DDD? Et ce qui est génial avec le DDD, c'est qu'il nous donne des patterns tactiques. Donc moi, je trouve que c'est une super porte d'entrée vers le DDD, parce qu'il y a une grosse richesse sur le DDD. Mais il nous donne des patterns tactiques, il nous pose des questions, il nous dit, en fait, explique-moi ton concept. Et ensuite, il nous dit, ok, ton concept, j'ai compris, il a telle particularité, on va insister là-dessus. Donc voilà comment tu dois coder la classe qui représente le mieux ton concept. Et ça s'appelle des patterns tactiques. Par exemple, il va nous dire, OK, si ton concept, c'est quelque chose qui ne change jamais, c'est immutable, alors je te le conseille de
le coder comme si c'était un value object. Et il va nous expliquer comment on écrit ça en Java ou dans votre langage de prédilection. Si au contraire, votre concept, c'est quelque chose qui évolue, ce qui s'appelle une entity, alors il va vous expliquer comment le coder. Et puis, il va filer plein de... Enfin, plein, il y en a une dizaine de concepts, et il va à chaque fois vous expliquer comment le coder. Donc, ce qui est super intéressant avec ce bouquin, le Blue Book, c'est que ça va nous poser un petit peu des méta-questions sur nos concepts. Et une fois qu'on répond à ces méta-questions, ah ouais, mon concept, il est plutôt comme ça, alors ça nous donne des règles pour programmer ces concepts-là. Et on va avoir un code qui va être un peu plus joli et qui sera un peu plus proche de notre métier. C'est ça le but. Alors, le but de ce webinaire, moi, c'est de vous présenter 3 patterns et d'essayer après de prendre un mini-exemple et de voir comment on les code. Alors, les 3 patterns qui sont souvent présentés parce qu'ils sont super utiles, c'est le value object, l'entity et l'aggregate. Donc, on va voir ces concepts-là, je vais vous présenter comment on les code, et ensuite, je vais vous donner un petit rex sur qu'est-ce qu'ils apportent réellement et pourquoi ils sont super intéressants. Alors, le premier concept, c'est celui du value object, immutable object, je l'ai renommé. Donc, en fait, c'est un objet métier qui représente des données qui ne changent pas avec le temps. Donc, ça arrive dans toute application. Eh bien, vous avez des données qui ne changent pas avec le temps. Et ça, en fait, quand on le voit d'un point de vue développeur, en fait, c'est un type. C'est plutôt un type qui est défini par les valeurs. Donc, un point GPS, par exemple. Voilà, longitude, latitude. Ça, c'est un type. Une couleur, RVB. Un produit sur un site e-commerce, alors ça dépend, ça dépendra du métier. Est-ce que ce produit, moi, par exemple, si je suis client, si je rentre des produits dans mon site e-commerce, ben, ce produit, il ne va pas changer. Quand je rentre des produits dans mon panier, le produit ne va pas changer. Si par contre, je suis le vendeur de e-commerce qui change les descriptions de ces produits, là, ça change, donc c'est plus un value object. Un pion, une dame, alors ça, c'est super intéressant. Est-ce que le pion, il change ou il ne change pas? Donc là, vous voyez, déjà, on se pose des questions très métiers. Est-ce que le pion est défini par sa position? Ah. Ou est-ce qu'un pion, c'est un pion? Qu'il soit sur l'échiquier, en dehors de l'échiquier, un pion, il est défini parce que c'est un pion. Voilà la forme qu'il a, à la limite sa couleur. Mais un pion, c'est un pion. Il n'est pas défini par sa position. S'il est défini par sa position, elle va changer. Donc, ça ne sera pas un value object. Donc là, en fait, c'est ça, ces méta-questions. C'est vous prenez vos concepts métiers et puis vous vous posez des méta-questions. Est-ce que ça représente des données qui ne changent pas avec le temps? Si la réponse est oui, alors codez-les comme un value object. Et je vais vous expliquer comment on code un value object et on va faire ça avec du code. Entity. Entity, à l'inverse, là, c'est un objet classique, c'est-à-dire c'est un objet qui a un état. Pour moi, un objet classique, c'est un objet qui a un état. Et cet état, donc plusieurs petites données, vont changer avec le temps. Et donc, il va proposer des traitements pour proposer des services et il va utiliser son état qui va changer pour réaliser ces services. Donc finalement, cet objet, il est identifié par son identifiant. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais ce ne sont pas ces valeurs qui vont identifier l'objet, c'est vraiment son identifiant. On dira, toi, l'objet numéro 52, par exemple, eh bien, voilà, est-ce que tu peux me faire ce service? Et ça va peut-être changer. Par exemple, c'est le panier numéro 45. Un panier, c'est un très bon exemple d'un entity. Donc j'ai d'autres exemples, une fiche utilisateur, un personnage dans un jeu, voilà, il a une épée, il n'a pas d'épée, il est blessé, il n'est pas blessé. Vous voyez, en fonction de l'évolution du jeu, votre personnage, il va changer, il va avoir son état qui change. Il a des points de vie, il a moins de points de vie, il a plus de points de vie. Une case sur un échiquier, alors ça dépend comment on voit le concept. Est-ce que la case, elle est occupée, elle n'est pas occupée? Est-ce qu'elle change avec le temps ou pas du tout? C'est la case A1, puis c'est la case A1. Donc là, encore une fois, sur le jeu d'échecs, c'est vraiment compliqué de savoir si on a des value objects ou des entities. Le troisième concept que je voulais vous présenter, c'est celui de l'aggregate. Donc là, c'est vraiment un entity composite. Celui-là, il est super intéressant, on va y revenir. Donc c'est un objet métier complexe qui gouverne des entities. Alors, l'entity, vous avez compris, c'est un objet qui a un identifiant et qui va changer avec le temps. Et là, vous avez un super objet, un objet composite, en fait, qui va gouverner des entities. En fait, lui, cet objet, il est constitué d'entities et il va interdire les autres objets d'aller modifier les entités qu'il contient. Donc, on va revenir sur ce concept, il est super intéressant. C'est vraiment un élément racine, un objet composite. Donc, typiquement, un carnet d'adresses qui contient des fiches utilisateurs, ça serait vraiment un aggregate dans le sens où vous ne pouvez pas ajouter une fiche utilisateur si jamais vous avez déjà le même utilisateur qui est déjà dans votre carnet d'adresses. Une partie de jeu, ça c'est super intéressant. La partie de jeu, par exemple sur le jeu d'échecs, je l'ai mis tout en bas. La partie de jeu, elle va contrôler plein d'entités. Les pièces, elles ont disparu, etc. Donc elle va contrôler, elle va gouverner des cycles de vie d'objets. Un panier électronique, ça peut être bien vu comme soit un aggregate, soit un entity. Moi, j'aime bien le voir comme aggregate parce que le panier électronique, on va rajouter des produits, on va avoir des promos, on va avoir des choses, il va contrôler plein d'objets. OK,
Passons en mode démonstration. Alors, l'exemple que j'utilise depuis quelques années, c'est celui d'une régate de voilier. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire une application, on va faire un jeu, en fait. On va proposer à des gens de venir, s'inscrire à la régate. Donc, on va ouvrir une régate. Voilà, typiquement, on va ouvrir une régate. Et puis, il y a des joueurs qui vont pouvoir s'inscrire à cette régate. Ils s'inscrivent à cette régate et une fois qu'ils sont inscrits, on leur donne un bateau. Au bout d'un moment, on dit OK, tout le monde est inscrit, top départ, tac. Et là, chaque joueur va pouvoir donner un cap à son bateau, va peut-être pouvoir changer la voilure, etc., etc. Et puis, on va avoir une petite IA qui va faire changer l'état du vent, l'état de la marée, l'état de ce genre de choses, et qui va tour à tour faire avancer les bateaux. Et les joueurs, à tout moment, vont pouvoir changer le cap de leur bateau, changer la voilure, changer leur stratégie, par exemple. Et au bout de quelques jours, on pourrait imaginer une simulation sur une régate classique, quoi. Au bout de quelques jours, on a les positions des bateaux sur le globe terrestre, pourquoi pas. Et puis à la fin, on sait qui a gagné, c'est celui qui est le premier arrivé à franchir la ligne. Okay, type Vendée Globe Challenge ou ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est mon petit cahier des charges. Il n'est pas très compliqué, mais néanmoins il permet d'illustrer un petit peu les concepts que j'ai en place. Alors voilà. Premier truc, premier enseignement, première partie du Rex. Donc là, on va débuter le côté Rex. Première partie du Rex que j'ai à vous proposer. Est-ce que je peux faire ça? Tac, est-ce que je peux dessiner? Je peux faire ça? Stylé, nickel. Première partie du Rex, c'est lister, quand vous faites une application DDD Exa, lister tous les concepts de votre application. Donc ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le cap. Est-ce qu'on va vers le nord? Est-ce qu'on va vers le sud? Est-ce qu'on va vers l'est? Est-ce qu'on va vers l'ouest? D'accord. Lister tous ces concepts, donc on a le cap, on a le bateau et on a la régate. Je n'ai pas mis d'autres concepts, on pourra en ajouter d'autres, mais le premier effort qu'il faut faire quand on fait une application en DDD hexagonale, c'est de lister tous les concepts métiers. Là, ce sont des concepts métiers. Et vous allez les mapper, c'est ce que j'essaie d'expliquer en haut, vous allez mapper vers des patterns. Alors les patterns, ce que je vous conseille, c'est 1, de mapper vers les value objects. 2, de mapper vers l'aggregate. L'aggregate, je vous conseille, donc ça c'est un Rex aussi, je vous conseille de ne faire qu'un seul aggregate qui va en gros faire la grosse granularité de votre application. 3, une fois que vous avez mappé les concepts vers des VO, une fois que vous avez mappé des concepts vers l'aggregate, et là, limite, il n'y en a qu'un seul, je vais l'écrire ici, un seul, toc. Une fois que vous avez trouvé votre aggregate, eh bien, 3, vous mappez les entities. Ça, c'est un super exercice à faire à la maison. Vous prenez n'importe quelle application, vous listez tous les concepts et vous essayez de mapper les concepts, 1 vers les value objects, 2 vers l'aggregate, trouver l'aggregate, et 3, une fois qu'il reste des concepts, vous pouvez vous poser des questions, est-ce que ce n'est pas des entities? Et n'hésitez pas à faire un petit peu de refactor, me dire est-ce que c'est vraiment un entity, est-ce que c'est vraiment un VO, etc. Est-ce que c'est vraiment ça notre aggregate, etc. Donc là, vous l'avez deviné, on va essayer de mettre en place ce pattern. Alors, je crois qu'il y a des questions. On y va. Voilà, alors moi je conseille, c'est quand on débute sur le DDD, il y a Pierre qui pose un seul aggregate pour toute application. Oui, je conseille, vous verrez, c'est ce que j'ai fait quasiment dans FX. Je conseille, c'est vraiment un début, hein, ce n'est pas une règle à écrire dans le marbre, je conseille un seul aggregate par hexagone. Vous essayez au début, ça peut paraître un peu particulier, mais essayez au début. En principe, il n'y en a qu'un, c'est celui qui sera l'élément de stockage. On parlera beaucoup de cela dans le stockage. Et ça va vous permettre un petit peu, pour moi, de stéréotyper l'utilisation de l'aggregate. S'il y a deux aggregates, s'ils ont des responsabilités différentes, s'ils partagent rien, posez-vous la question de savoir, mais est-ce que ce n'est pas finalement deux hexagones? Mais vraiment, c'est ce que je conseille. Ce n'est pas une règle absolue, c'est plutôt un conseil au début. Est-ce qu'il y a un deuxième point? Hop, il y a des nouveaux messages. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Ouh là là, l'élément est complet. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Je vais peut-être faire ça. Non, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que je n'ai pas foiré mon chat. Ok, donc on y va. Est-ce que vous voulez jouer le jeu? Est-ce que, bon, certains, j'imagine, c'est facile pour eux, d'autres qui débutent peut-être dans les délais. Est-ce que vous voulez le jouer? Alors, le cap, en gros, le cap, c'est nord, sud, est, ouest. Est-ce que c'est pour vous plutôt un value object, plutôt un aggregate? Le boat, le bateau, donc le bateau, il appartient à un joueur, on va dire qu'il a un nom, voilà. On va dire qu'il est lié à un joueur, même si on n'a pas le concept du joueur. Et on va dire que ce bateau, on peut lui donner un cap. On peut lui dire va vers le nord, va vers le sud, va vers l'est, etc. Et puis, à la limite, on pourrait lui dire quelle est ta voilure. On pourrait aussi définir la voilure, qui serait un nouveau concept. Puis la régate, vous avez compris, c'est l'ensemble des bateaux. Alors, le cap, est-ce que c'est plutôt un VO, plutôt une aggregate ou plutôt un entity? Est-ce qu'il y en a qui veulent bien jouer le jeu? Un seul, ça peut être juste, mais effectivement, ça permet de poser la question. Voilà, oui, mais merci. Donc, confirmation de le cap VO, oui, bien sûr. Magnifique, Sarah, magnifique, super.
Et oui, je conseille vraiment, donc il y a un petit peu de l'idée de faire un Rex dans ce webinaire, je conseille de faire un seul aggregate. OK, le cap VO, facile. Est-ce qu'on est capable d'identifier l'aggregate? Est-ce que c'est plutôt le bot ou la regatta? Bon, je ne vais pas poser des questions trop stupides. Vous avez vite, j'imagine, compris que la regate, c'est vraiment l'élément de haut niveau. Et donc, ça sera notre aggregate. Et finalement, le bot, ça va être l'entity, parce que lui, il peut changer. Le bot, on peut changer son cap. OK? Alors, je vois que j'ai des questions. Voilà. C'est pour ton hexagone, c'est soit que tu considères que tu as plusieurs hexagones. Oui, oui. Ah, pas forcément par bon contexte. Soit que on pourra en discuter, Pierre. Très bien, très intéressant. Moi, je vous conseille au début de faire ça, de faire un mapping entre un agrégate, un hexagone, et voilà. On en reparlera après. Mais au début, en tout cas, ça aide. Hein. OK. Donc, on a ça, on a le cap, le bot et l'agrégate. Et bien là, on va passer en développement. Tac, tac, tac. OK, ici. Alors, j'ai déjà tout codé, mais je vous propose de le faire from scratch, je vais l'appeler cap2. Alors ce que je vous conseille aussi, ça c'est vraiment, c'est mon tic à moi, mais c'est au début, hein, c'est de créer un répertoire domaine. Si vous regardez, hop là, tac, 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 tac. Si vous regardez ici, donc ça c'est FX, hein, c'est disponible en open source. Si vous regardez bien, voilà, donc ça c'est juste ça m'aide moi à ranger. Vous avez domaine, application UI, infra, c'est les 4 couches de l'architecture en hexagone. Et si vous regardez voilà, ça c'est tous des hexagones, vous avez exactement la même séparation. Et ici, vous avez voilà tout le domaine. Ici, vous avez tout le domaine. Je vous conseille vraiment de faire le répertoire domaine et de mettre tous vos concepts qui sont là. Alors, on y va. Dans domaine, moi j'aime bien démarrer par cap 2, je vais l'appeler, je crois, parce que j'ai déjà fait. Voilà. J'aime bien démarrer par le cap, donc le value object. Donc export défaut. Je vais coder les premières et après on verra ce que j'ai écrit. Classe, j'espère que je ne ferai pas trop de bêtises parce que je vais un peu vite là. Voilà, je vais créer une classe, cap2, et je vais dire, voilà, ce cap, il est défini par quoi? Je ne vais pas me prendre la tête, je vais dire que c'est juste une valeur, le cap, je vais faire simplement cap, là, j'ai pas beaucoup de... OK, et quel est son type? Je vais dire que c'est soit nord. Alors, si vous ne connaissez pas TypeScript, c'est juste un type union, hein, ne soyez pas surpris. Est ou ouest. Voilà. Tac. Ensuite, je fais un constructeur. Je lui donne un cap qui est 2 points, qui est du même type que ça, mais bon, je crois que ça, c'est pas tout à fait nécessaire. Tac, 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 tac. Oh là là, je suis mou aujourd'hui. Ah, j'aime bien faire ça. Je ne l'ai pas fait là. Voilà. Voilà, donc là j'ai défini, vous voyez, je définis juste la valeur de cet objet et quand je vais créer, donc là si je fais plus tard, tac tac, si je fais un new cap 2, hein, bon, je vais y arriver. Si je fais let cap égale new cap 2, je lui dirai simplement, toi tu vas vers le nord. Voilà, tout simplement, ça marchera comme ça. Quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est de peut-être redéfinir le égal. Ça, c'est pour ceux qui viennent de Java. Si on définit le égal par rapport à un autre cap, hein, alors là, on va vraiment bien définir que c'est une égalité par rapport aux valeurs. Donc return, on va y faire un this.cap égal cap point, mais ça j'ai pas le droit, donc il faudra que je fasse un truc comme ça avec un. Voilà. Alors si je vais trop vite, vous me dites. Et puis en plus, ma complétion est pas très bonne aujourd'hui. J'ai pris le petit clavier. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Tout simplement comme ça, je crois. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer le value object. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une égalité par les valeurs. Donc je crée un cap, tout simplement. Tac, je pourrais créer un cap 2, un deuxième cap. Cap 2, je ne suis pas très joli dans ce que je fais. C'est pas bien grave. Et on va pouvoir se poser la question, est-ce que le cap est égal au cap 2? Je peux même faire ça. Il va me dire, bah oui, parce que vous voyez, c'est... Alors, non, si je fais ça, ça va gueuler, justement. Et si je fais ça, ça ne va pas gueuler. Voilà. J'arrive à reprendre ma démo. Quoi. Donc là, en fait, l'idée, quand on veut comparer des value objects, on les compare par les propriétés. Je ne sais pas si j'ai été super clair. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il est où mon chat? Il est là.
Oui, alors oui, voilà, bien sûr. Je ne vais pas rentrer. Ouais, merci Pierre. Jules, oui, un énum TypeScript serait vraiment possible. Je préfère faire des classes. Effectivement, pourquoi je fais des classes? Parce que j'ai le constructeur, je gère ça là-dessus. Mais oui, parfois un énum, ça joue carrément le jeu, quoi. Voyons voir ce que j'avais fait moi. Hop, dans la correction, moi j'avais fait vraiment la même chose. Ah non, j'ai retourné à bouillon quand même, c'était bien mieux. Et j'ai mis value. Ouais, bon, c'est pas énorme. Bon, ça c'est un cap, ça c'est très facile à faire. Pas de difficulté sur value object. Et je crois que j'ai un petit à quoi ça sert de faire des value objects. Donc c'est parti Rex. À quoi ça sert de faire des value objects? L'encapsulation, ça c'est un principe qui est super important quand on fait du programmation orientée objet, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'état d'un objet, n'importe qui puisse y accéder, puisse la changer. Là, c'est garanti par construction parce qu'en fait, on ne peut pas changer l'état. Si vous regardez mon code, c'est impossible. Une fois qu'il a été construit, c'est impossible de changer son état. Et on peut plus changer la valeur. C'est terminé. Donc l'encapsulation, elle est garantie par construction. Je peux échanger mes value objects. Un bateau, on verra, un bateau aura un cap. Il peut donner son cap. Rien à faire. C'est pas grave. S'il donne son cap, mais on ne peut pas changer son cap. On ne peut pas changer son cap à l'extérieur. Donc on blinde au niveau de l'encapsulation. La construction et la suppression des value objects est sans crainte. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Vous pouvez gérer carrément ici des contraintes de typage. Vous pouvez dire, si tu veux vraiment avoir un cap, par exemple ici, si tu veux vraiment, c'est pas n'importe quelle lettre de l'alphabet, quoi. C'est nord, sud, est, ouest. Tu ne peux pas créer un cap ici avec nord-est. C'est un petit peu dommage, mais il faudrait que je le rajoute dans le type. La suppression, si jamais il y en a un, alors suppression, on va plutôt dire déréférencement, si jamais il y a un autre qui possède un lien vers ce cap, et s'il supprime ce déréférencement, c'est pas grave, vous l'avez tout le temps, vous. À la limite, même, vous pouvez optimiser, je crois que j'ai mis ça l'optimisation. Factoriser les value objects. On pourrait imaginer, je pourrais imaginer que j'ai besoin de gagner en mémoire dans mon application, et j'ai qu'un seul cap pour nord. Donc en gros, j'ai 4 objets. Si je veux gagner de la place, j'ai 4 objets. J'ai le cap nord, le cap sud, le cap est, le cap ouest. Et je réutilise ces objets dans tous mes bateaux, peu importe. C'est pas nécessaire que chaque bateau ait son propre cap. C'est pas nécessaire. Ils peuvent partager la valeur. Voilà, donc on a vraiment une garantie forte du typage. Moi j'en fais plein actuellement. Il y a une petite question? Ah, super. Ah oui, d'accord. Il y a toujours des gens qui préparent des choses. Merci pour le retour. Moi, maintenant, j'en fais plein. J'utilise beaucoup TypeScript. Donc, j'utilise beaucoup le typage. Depuis que je fais des value objects et depuis que j'utilise fortement le typage de TypeScript, je fais de plus en plus de value objects. Numéro de téléphone, j'ai défini mon value object numéro de téléphone. Adresse, j'ai défini mon value object adresse. Il y a plein de choses où je fais des value objects. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus fort en typage, beaucoup plus fort sur l'encapsulation. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable, quoi. Donc là, il y a vraiment un gain. Et là, en plus, donc là, c'est aligné avec mes concepts métiers. Donc je peux clairement dire, OK, c'est quoi, je sais pas, là, imaginons, c'est quoi un cap? C'est juste nord, sud, est, ouest, c'est tout. Il n'y a plus de discussion, c'est écrit dans le code. Faut vraiment favoriser les value objects. Moi, j'ai arrêté d'utiliser les types de base. Voilà. Avant, j'étais plutôt le programmeur qui faisait phone number, on va prendre une chaîne de caractères string. Ça, c'est fini, je ne fais plus ça. J'utilise maintenant, je fais mon value object phone number. Quand il y a des structures complexes, je fais des value objects encore. J'avais road number, it, string road, etc., string tone. Maintenant, je fais postal adresse. Et l'adresse postale, c'est un value object. L'adresse postale, j'imagine que dans cette application, qu'elle ne va pas changer. Moi, je peux déménager, mais c'est autre chose. Ça veut dire que moi, je suis une entity, on va le voir par la suite, je suis une entity et je peux changer d'adresse postale si je déménage. Mais en tout cas, le value object qui correspond à cette postal adresse ne changera pas. Ouais, donc ça, c'est le point. OK, je reviens sur le code et je vais coder maintenant le boat, le bateau. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'il faut faire. Tac. Je vais l'appeler boat2, je vais le coder avec vous, puis après on verra un petit peu la correction dans le sens. Donc, export default classe boat2. Alors là, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut absolument, je te le conseille vraiment, il faut reprendre le contrôle, c'est-à-dire définissez vos propres ID. Dès le début, maintenant, avant, je n'étais pas complètement convaincu, et de plus en plus, je suis complètement convaincu qu'il faut définir vous-même vos propres ID. Donc là, je ne vais pas aller bien loin, je vais dire qu'il y a un ID, de point, c'est une chaîne de caractères. Limite, ce sera le petit nom du bateau, et je vais m'intéresser dans mon application, et là, on va voir le rôle vraiment de l'agrégat. Je vais m'intéresser, est-ce qu'il n'y ait pas deux bateaux qui aient le même ID? Ce ne serait pas cohérent avec ma conception. Donc, dans le constructeur, tac, souvent, ce que je dis, c'est que voilà, on leur donne un ID,
Lorsque quelqu'un va construire ce bateau, c'est pas lui-même qui va s'auto-affecter son propre ID, mais quand quelqu'un va construire, ça c'est un autre tour que je trouve que c'est vraiment la façon bien de faire. Quand quelqu'un va construire un bateau, on lui donnera son ID, et ce quelqu'un, ben moi, ça va être l'agrégat. C'est l'agrégat qui va construire les entités. Donc c'est la régate, quand on va demander à la régate d'inscrire un joueur, elle va construire un bateau et elle va lui donner son ID. Et elle va, bien sûr, on va bien faire attention à ce qu'on n'ait pas un conflit d'ID. Donc là, vous voyez, je reprends le contrôle. Si je faisais comme avant, c'était en Java, où c'était la machine virtuelle en gros qui assigne les ID. Mais après, c'est elle qui le fait. Là, c'est moi qui reprends le contrôle. Et oui, il faut faire attention, bien sûr, quoi. Et voilà. Ouais, alors, merci David. Voilà. Voilà. Merci. Ben, moi, je reprends le contrôle. Je fais plus ça. Voilà, je fais plus ça. Voilà, je vois qu'il y en a qui mettent. En gros, vous mettez des +1 sur mes pratiques. C'est super sympa. Enfin, je les prends comme des +1. Je ne sais pas si je pourrais bien faire comme ça, mais je les prends comme des +1 sur mes pratiques. Ça surprend, hein. Moi, mes étudiants, je parle beaucoup des étudiants ou les gens qui font pas de DDD, disent mais pourquoi ça sert à rien? Non, non, au contraire, c'est super important de définir l'ID directement dans la classe. C'est moi qui vais expliquer comment il est construit cet ID. Et puis c'est à moi de faire attention effectivement qu'il n'y ait pas un conflit d'ID. Ok, je vais vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'ils avaient un cap. Donc il va avoir un cap, le bateau, de type cap 2. Voilà. Donc ça, c'est son état, c'est le truc qui va changer, quoi. Donc au début, imaginons, je vais faire. Ah oui, j'ai pris des petites conventions JavaScript, ça c'est pas très clean, mais ça c'est pas grave. This cap égale, et moi je vais considérer, allez hop, c'est comme ça, quand on construit un bateau, il va au nord. Voilà. C'est tout. Et alors voilà, ça c'est super intéressant parce que ce que je vais faire, c'est change cap. Hop, et je vais faire un new cap, cap 2. Donc ça, c'est pour moi super intéressant. Donc là, on voit le lien entre l'entity et le value object. On va faire this.cap égale new cap. Donc là, en gros, ce truc-là, c'est une méthode métier, ce que j'appelle business method. Et attention, dans ma terminologie, ce n'est pas un setter. Voilà. Donc ça, c'est très important dans le terme DDD, je trouve. Donc ça, pour moi, c'est une business method dans le sens où elle a un nom. Elle a un nom qui est vraiment où on comprend ce que je suis en train de faire. Je suis en train de changer le cap du bateau. C'est-à-dire qu'il y a le barreur qui dit OK, cap au sud. Voilà. Et à la limite, là, je commence à me dire que si je l'écrivais en français, je dirais cap au. Voilà. Et là, j'aurais envie de faire, par exemple, un truc comme ça. Let B boat, B c'est mon boat, new boat, boat 2 du coup, tac tac, et je ferai B.cap O. Et là je ferai, alors c'est pas encore clean, j'aimerais bien pouvoir ce soit encore plus beau syntaxiquement, cap au sud. Voilà. Et si j'avais fait ça encore plus joli, j'aurais fait ça. Tac 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 tac, là c'est une constante du coup. Voilà. Vous voyez l'idée? Donc là, on a vraiment cette notion d'avoir ce que j'appelle une business méthode. Et pourquoi c'est pas un setter? Tout simplement parce que son nom, c'est pas setcap. Voilà. J'aime pas ce nom setcap où on ne comprend pas le lien. Là, on a des gens qui parlent où on oublie l'amnésie du code. Voilà. Moi, je préfère dire voilà, quand on veut changer, c'est cap O. Par exemple, si j'avais écrit en français, je ne sais pas comment on dit cap O en anglais, donc je fais change cap tout simplement. Mais voilà, donc l'idée c'est de se dire, ok, je sais que je vais changer le cap de ce bateau, donc je propose une méthode business. Alors il y a peut-être des petites questions, quoi. Oui. Ah, oula, plus surrogate, oulala, ça c'est. On en reparlera alors de ça. Ok, très intéressant. Ok, donc voilà, donc ça c'est mon bot. Est-ce que je suis allé plus loin dans ce que j'ai fait tout à l'heure? Non, je ne suis pas allé plus loin. Non, je suis vraiment pas allé plus loin. Ah, si j'ai fait un getter. Là, c'est vraiment un getter parce qu'on peut se dire, ok, les gens vont vouloir connaître le cap du bateau, mais j'étais pas allé beaucoup plus loin lorsque j'avais développé cette classe bot. Alors, j'ai mon T-Rex. Quels sont les avantages des entities? Moi, j'aime bien quand l'idée il est présent dans le code et pas géré par une plateforme technique. Là, l'ID, il est là, je sais le manipuler, je reprends la maîtrise de mon code. L'état est clairement identifié. L'état, pour moi, c'est ça. Donc, l'état, c'est ce qui peut bouger. Voilà. Ça, pour moi, c'est le state, l'état. Hein, si vous avez bien compris, ça, c'est l'état de mon bateau. C'est vraiment le truc variable, ce qui peut varier. Ça, c'est clairement identifié dans mon code. Et les traitements sont alignés avec le métier.
Voilà, plus d'amnésie du code. Là, après, je vais pouvoir chercher dans mon code, OK, qui change le cap, hein, avec les magnifiques éditeurs de code qu'on a. Je peux demander, OK, qui utilise cette méthode? Qui change le cap? L'exploitation de value object. Donc, vous voyez, mes entities, ils surutilisent, mais c'est complètement génial, les value object. Là, j'ai utilisé le cap. Tac. J'ai quasiment pas de type de base. Bon, j'ai pris number juste pour l'ID, mais à la limite, même, vous pouvez créer un petit VO pour l'ID, ça ne paye pas de mine. Voilà, donc là, ça permet de limiter l'impact de l'état. C'est-à-dire que comme j'ai ça, je peux faire un get, je peux donner mon cap, il ne sera jamais changé de l'extérieur. Donc ça, c'est cool. Il ne sera changé que si on appelle la méthode changeCap. Est-ce qu'il y a eu une petite question cap au sud? Yannick sous en anglais. Merci, sympa. Sympa, très sympa. Voilà, donc ça, c'est les avantages des entities. Il faut favoriser les entities. Essayer de construire des entities plutôt que des bases de données sur pattes. Alors moi, j'ai fait partie, quand j'étais étudiant, on m'a expliqué qu'il fallait faire, à l'époque, ça s'appelait des espèces de Java Bean, on m'a expliqué qu'il fallait faire les propriétés et ensuite c'était set et get. Et ça, finalement, c'est une espèce de base de données sur pattes où vous mettez toutes vos propriétés, puis après, vous mettez des set et des getters. Moi, je préfère les entities. On remet l'identifiant déjà. Et puis ensuite, c'est des méthodes métiers. Et dès qu'on va faire des méthodes métiers, on va se poser des questions de cas d'erreur. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Oui, tu as le droit, mais pas tout le temps. OK, et quand pas tout le temps, qu'est-ce que tu renvoies comme message? Est-ce que tu renvoies des exceptions? Voilà, qu'est-ce que tu fais, quoi. Donc là, sur le cap, il n'y a pas d'exception, mais on pourrait imaginer, je ne sais pas, qu'on change la voilure, et puis parfois, tu peux pas, quoi, parce que je sais pas, elle est déchirée ou ce genre de choses. Et donc, il faut que tu envoies un petit message qui dise, non, désolé, tu ne peux pas changer la voilure. Et donc, quel est le résultat d'un appel alors que j'ai demandé quelque chose qui n'était pas vraiment possible. Moi, je fais de moins en moins d'exceptions, je précise des cas d'erreur avec des types de retours. OK, le dernier. Le dernier, c'est quasiment le plus compliqué et c'est le plus agréable. Le dernier, c'est notre fameux entity. Donc là, je vais directement... Ah non, je vais essayer de le coder quand même. Allez, comme ça, vous allez voir un petit peu ce qui se passe dans ma tête. Regatta 2.ts. Tac, donc on y va. Export défaut. Classe. Regatta. Je vais y arriver. 2, tac, tac, tac. OK, donc là, c'est vraiment la régate de point de vue vraiment haut niveau. Et donc, elle va gérer plusieurs entités. Donc, je comprends. Je me dis, OK, donc elle, déjà, elle va avoir un ID. Donc là, on commence très simple. On sait qu'elle va avoir un ID. Hop, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais dire que c'est un number. OK. Passons là-dessus. Le plus important, c'est qu'elle va gérer un ensemble d'entités. Quel est l'ensemble d'entités dans mon exemple? C'est des bateaux. Donc, elle va gérer un ensemble de bateaux. Donc là, je peux commencer très simplement. Je vais pouvoir me dire, OK, elle va gérer un ensemble de bateaux. Je vais partir sur un tableau de bateaux, tout simplement, quoi. Et maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que je vais essayer de me poser des questions. Qu'est-ce qu'elle rend comme service? C'est quoi les services qu'elle rend, cette fameuse aggregate? Et donc là, on voit plutôt que c'est vraiment des méthodes orientées service qu'elle va offrir in fine aux utilisateurs. Donc en gros, il y a register player. Donc là, on va permettre d'enregistrer un joueur. Je vais la coder, mais ça va venir. Et puis, on va avoir la méthode du style change boat cap. Elle va permettre, en gros, un joueur va pouvoir s'enregistrer. Et puis, une fois qu'il se sera enregistré, il va pouvoir changer le cap de son bateau. Okay. Donc là-dessus, en fait, l'idée, vous l'avez compris, c'est que je vais construire un bateau. Donc, const boat new boat 2, tac, tac. OK. Et je vais faire en sorte que donc this.boat. Ouais, d'accord, OK. Hop, paf, tac, tac. Push, hop, boat. OK. Donc là, j'ai fait ça. OK, super. Et là, je veux changer le cap d'un bateau. OK, donc j'ai dit par exemple cap, nouveau cap. Je fais, s'il y en a qui disent, mais c'est bizarre ce qu'il est en train de faire, c'est volontaire. Hein. Cap 2, OK. Et là, je me dis, ah mince, mais à quel bateau? Ah. Alors là, on a envie de se dire, je vais donner le bateau. Alors, si je donne le bateau, boat, OK. Et là, voilà, donc là, ça ne marche pas du tout par rapport à l'architecture. Peut-être qui ont déjà vu, mais je voulais vous montrer l'erreur qu'on fait au début, et puis ensuite on corrige, et c'est en corrigeant qu'on comprend vraiment l'intérêt de l'aggregate. En fait, si je fais ça, cette méthode, elle ne sert à rien, parce que celui qui va appeler, il possède le bateau, il possède son nouveau cap, nouveau boat, n'importe quoi.
Il possède son nouveau cap. Donc la personne qui va appeler, il pourrait faire directement boat.changecap et donner nouveau cap. Parce que là, en fait, si vous regardez, cette méthode, elle n'utilise rien, quoi. Elle n'utilise rien de l'état de l'aggregate. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus. Hein. Je vais vous le montrer là, peut-être. Ici. Donc imaginons là, on a une interface utilisateur. Interface utilisateur. Là, c'est le point vraiment clé de ce webinaire. Donc, on a une interface utilisateur. Donc, la personne, imaginons, elle a, on ne sait pas comment, elle a un lien vers la régate. Ok, elle a ce lien, d'accord? Donc, on va dire que quelque part, elle fait, n'importe quoi, ma régate. Ok. Et on dit que quelque part, elle veut faire register player. Ok. Et après, comprenez l'utilisateur, il fait comment pour avoir le bot? Lui, il faudrait maintenant qu'il fasse en gros régate, par exemple, new cap sud et mon bot, quoi. Là, il aimerait bien faire mon bot. Comment il fait pour avoir son bot? Alors, imaginons ici, je retourne le bot. OK? Donc ici, ça marche. OK? Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, c'est n'importe quoi. C'est change, regarde, point. Ouais, excusez-moi, je suis allé vite. Change bot cap. OK. Mais ici, finalement, vous voyez bien qu'elle ne sert à rien, cette méthode, parce que je pourrais faire directement bot.change bot cap. Il ne veut pas. Hein? Pourquoi il ne veut pas? Bon, j'ai dû foirer quelque part, mais ce n'est pas bien grave. Cap au sud. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris, mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'agrégat ne doit jamais retourner de référence vers les entités qu'il gère. Il ne faut absolument pas qu'à l'extérieur de l'agrégat, on puisse obtenir des références vers les entités. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je donne une clé ici. Je dis, par exemple, je donne un number. Et ce number, ce serait par exemple l'ID dans le tableau. Si je donne l'ID dans le tableau, alors j'espère que je ne vais pas me gourer là, je n'ai pas le cerveau visiblement très bien. Je pense, non? Ouais, ce sera mieux comme ça. Voilà. Et donc là, si je fais ça, du coup, vous voyez bien que je n'ai plus le bateau, donc je ne peux pas faire ça. Et là, du coup, plutôt que de donner le bateau, je donne le boat number. Et ici, je peux faire this.boats, hop, boat number, point, change cap, nouveau cap. Alors, voilà. Donc là, c'est un point important. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. J'espère que vous comprenez. Alors, il y a des petites erreurs un peu partout. C'est parce que je n'ai pas fait le constructeur, etc. Mais tout est là. Tout est sous vos yeux. Donc, j'essaie de vous montrer l'intérêt de l'agrégat. L'agrégat, il contrôle les entités. Ici, la régate contrôle les bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler? Ça veut dire qu'il n'y a que elle, il n'y a que l'aggregate qui a le droit de changer les états de ces bateaux. Et là, on va pouvoir faire du contrôle. On va pouvoir vérifier. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Voyez. Donc ça, c'est pour bien comprendre le rôle de l'agrégat. L'agrégat va vraiment contrôler le cycle de vie, on dit, elle va contrôler ses bateaux. Et là, du coup, il faut trouver un moyen pour donner à l'extérieur une espèce d'identifiant. À la limite, je pourrais donner l'ID du bateau. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Là, j'ai donné un number, c'est pas très malin. Surtout que ce tableau risque de varier. Cette structure n'est pas très maligne, etc. Donc, je pourrais utiliser, par exemple, une hashmap avec le. Vous voyez, dans boat, j'ai donné un number. Dans boat, je crois que j'ai donné un string, ça serait beaucoup plus intéressant, quoi. Et là, je vais rentrer sur la conception des entities. Je vais rentrer sur la conception de la régate. Je crois qu'il y a des questions. Allons-y. Fauve entity, d'accord. J'ajoute que j'aurais utilisé certaines commandes. D'accord, ok, ça c'est bon. Donc ça va dans le sens. Très bien, d'accord. Donc là, il y a, ok, super, super intéressant. Les autres, vous avez à peu près compris l'intérêt de cette aggregate?
Ok, donc là, on protège les entities, hein, ce que j'ai voulu vous montrer. Alors, je pourrais vous montrer le code, il est un peu plus propre ici. Donc là, j'ai utilisé une hashmap, je donne des strings, string, c'est le nom du joueur. Quand je fais un register bot, je donne son joueur. Vous voyez que là, je suis passé par, voilà, ça c'est les messages d'erreur. Désolé, mon gars, ce bot, ce nom, pour le nom existe. C'est pas des exceptions, ça va arriver, ce genre de choses. Où je dis, voilà, j'avais fait la possibilité de fermer les inscriptions. Voilà. Et en gros, je rentrais ça dans la structure ici des bots. Et après, bah, quand je fais change bot cap, voilà, je donnais le nom, le new cap, et puis je vérifiais tout, et puis si tout était bien, je changeais le cap, quoi. Donc c'est ça, reprendre le contrôle hein, sur le DD. C'est ça que j'appelle reprendre le contrôle. Des petites questions, quoi. Pourquoi pas d'exception? Alors, on va rentrer dans un gros débat. Pour moi, les exceptions, c'est ce qui est exceptionnel, ce qui est vraiment le truc, oh, on s'y attendait pas, ça pète. Je prends un peu à la lettre les principes du clean code où il dit, en gros, les exceptions, ça doit remonter, ça doit tout faire péter, et faites en sorte que les exceptions pètent, et après il y a un bon try-catch. Là, ça me gênerait qu'à chaque fois qu'on essaye un truc, on fasse un try-catch, alors qu'on s'attend une fois sur deux que soit le nom était déjà là. Pour moi, c'est presque c'est comme un login password, on s'attend que parfois on plante le password. Je vais pas faire un try-catch à chaque fois que je me suis gouré de password. Quoi. Je suis désolé, t'as pas tapé ton mot de password, recommence-le. Je préfère faire un if qu'un try-catch, mais ça c'est un autre débat. OK, je fais un petit Rex sur les aggregates. Je vais juste parler du dépôt et puis j'espère qu'on aura quelques temps pour les questions. L'avantage de ces aggregates, donc c'est un élément racine. Il va représenter le composant. Moi, j'ai une vision vraiment très composant sur l'agrégate par les utilisateurs. Et puis, il gère l'état à l'aide d'entités. Il a plein d'entités, cet agrégate. Quoi. De fait, les traitements qu'il va proposer sont alignés avec le métier et avec les interactions des utilisateurs. Si vous regardez mon aggregate, donc voilà, il a des traitements voilà, où on comprend ce que ça fait. Je démarre la régate. Je propose à l'utilisateur de démarrer la régate. Je propose à l'utilisateur de changer le cap de son bateau. Je propose à l'utilisateur d'enregistrer un nouveau bateau. Donc on est vraiment lié avec les interactions de l'utilisateur. Ouais, alors ça c'est un conseil. Au début, faites parce qu'il y a un petit peu la migraine hein, quand on commence DDD, c'est quoi aggregate, c'est quoi entity, machin, etc. Je vous conseille vraiment de faire un seul aggregate, le gros truc, quoi. Faites un hexagone, un aggregate. Au début, faites ça. Voilà. Et puis définir les traitements vraiment métiers sur cet aggregate et préciser les cas d'erreur. Je préfère préciser les cas d'erreur d'exception, mais ça c'est un autre débat. Ça c'est vraiment annexe, quoi. Ok, j'ai fini avec cette première partie. Le point, c'est de vous montrer qu'il faut vraiment le métier au centre. Je suis capable de vraiment coder tout le métier maintenant. Je fais ma couche domaine. Grâce aux patterns tactiques, j'ai des petites règles qui me disent comment je peux coder ça différemment. Ça, c'est super chouette. Je vous en ai montré 3. La value object, c'est vraiment du top. C'est du typage. Hein. On a l'objet immutable. Alors, au début, j'avais fait en JavaScript, puis j'ai switché en TypeScript. Et franchement, c'est beaucoup plus agréable quand on a un langage à typage statique. L'entity, c'est l'objet classique, mais mettez l'identifiant. L'agrégate est bien compliqué, c'est un objet composite qui va gérer en interne ces entités, donc il les protège. Hein. Un agrégate, ouais, donc moi c'est ma golden rules en même temps, là, c'est ma bonne pratique. Un agrégat par hexagone qui contient plusieurs entités qui exploitent des value objects. Donc les entités vont exploiter des value objects. Voilà. Bon, c'est une règle un peu stéréotypée, hein. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps faire ça, mais au début, je pense que ça aide pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, idem, je pense que c'est pour le pattern commande. OK. Ah oui, et oui, tout à fait d'accord avec vous, Sylvain. Ouais, d'accord. Donc là, il y a un petit débat sur. Sympa, Arnaud. Un petit débat sur les trucs. OK. Ok, bon, hop là, il y a d'autres débats. Je fais une toute petite aparté sur l'agrégate et la sauvegarde, et puis on s'arrête là. Alors, pourquoi l'agrégate est important? Pourquoi aussi je le mets vraiment au niveau? Pour moi, l'agrégate, c'est, si vous prenez vraiment le Blue Book à la lettre, l'agrégate, c'est le truc qu'on sauvegarde, clairement, quoi. Donc lui, il est visible, l'agrégate. En gros, c'est de l'extérieur de l'hexagone, on va pouvoir taper dans l'agrégate. On tape pas directement sur les entités. C'est pas le game. Le game, c'est d'envoyer des messages aux aggregates. Donc lui, il est visible. D'accord, il sera utilisé par les couches externes. Donc, si je vous présentais les autres couches, donc moi j'ai la couche application, on va être connecté à des aggregates. Donc, on doit pouvoir accéder à ces aggregates. Donc, on va les retrouver. Donne-moi l'aggregate ID machin. Par exemple, j'ai fait un jeu où je joue aux échecs. Je veux retrouver la partie machin. Voilà. Donc, voilà, bref. Et donc, on ne doit pas donner accès à son état et pourtant, il faut le stocker. Donc, ça, c'est compliqué. En fait, on se rend compte, si on veut reprendre le contrôle, c'est compliqué de sauvegarder des aggregates. Et là, le DDD, ils ont fait face
enfin ceux qui ont écrit le bouquin, ils ont fait face à ces difficultés avant ceux qui l'ont lu, c'est un petit peu normal, c'est ceux qui les ont écrits. Et donc, ils ont déjà pensé à ça, et ils arrivent avec un super concept, c'est ce concept de repository. Un repository, finalement, c'est un entrepôt d'aggregates. En fait, c'est une espèce de description un peu abstraite d'une base de données dans laquelle je vais pouvoir sauver des aggregates. Donc, c'est un objet du domaine, il est vraiment dans le domaine, d'accord, et lui, il va stocker des aggregates. Donc, il va avoir deux rôles, donc sauvegarder des aggregates ou les mettre à jour. Donc, je sauve une partie, ou je mets à jour une partie, ou retrouver un agrégate. Donne-moi la partie d'échec numéro 550, tac, il me la retrouve, et à partir de là, je peux la continuer. Par exemple, je peux continuer à jouer des pièces. Et ce repository, il est visible hors du domaine. Donc, je vais juste avancer parce que j'avais promis de finir à l'heure. En gros, il y a deux parties, sauver et lire. Je vais arriver, je pense que j'ai la... Voilà. Voilà, non, c'est là. Voilà, c'est non, je suis désolé, j'ai prévu trop de slides. Hein. Ouais, je suis vraiment prévu trop de slides. Je vous les donnerai les slides. Parce que je crois, je voulais juste vérifier. Je crois qu'elle est là. Non, j'ai fait ça en slides, c'est pas grave. Donc il y aura une méthode. Ah non, elle est là. Il y a des méthodes save où on va sauver l'agrégat. Il y a des méthodes update où on va mettre à jour la sauvegarde de l'agrégat. Et il y a des méthodes find où on va retrouver les agrégats. Elles sont là. Il y a des méthodes find by ID où on va retrouver l'agrégat à partir de son ID ou find by XXX on va retrouver l'agrégat à partir de certains paramètres. Et ça, si vous voulez, vous êtes en train de définir les requêtes de sauvegarde et de lecture, mais vous les codez. Donc, vous codez une abstraction de votre base de données. Alors là, il y en a plein qui vont râler, pourquoi on ne fait pas ça en base de données? Et en fait, là, le super intérêt, mais je ne vais pas pouvoir le décrire aujourd'hui, c'est que le lien vers la base de données, vous déplacez ça dans la couche qu'on appelle infrastructure. Donc là, il y a une inversion de dépendance, il y a plein de trucs à faire, ça sera pour un autre talk si vous le voulez. C'est super intéressant. C'est le deuxième super intérêt, je trouve, moi, de l'approche hexagonale avec le DDD. C'est de pouvoir avoir une description un peu abstraite de la façon dont vous sauvez vos agrégats, de la façon dont vous les retrouvez, et d'inverser la dépendance, donc tout ce qui est technique, tout ce qui est lien vers une base de données, de le mettre vers la couche infrastructure. Mais là, je vais trop loin en une heure, je ne pourrais pas vous montrer ça. C'était juste pour mettre un petit peu l'eau à la bouche et de montrer d'autres avantages de l'approche des DD et de l'architecture hexagonale. Voilà. Alors, je vois que ça bip un petit peu. Je vais arrêter le partage. Tac. Et je vais essayer de voir s'il y a des questions. Alors là, je vois qu'il y a un petit débat sur les commandes. Ça ne vous gêne pas si je ne rentre pas trop là-dedans. Moi, pour l'instant, enfin, je l'ai utilisé parfois, le pattern command, mais pas au niveau domaine, plutôt au niveau application. Alors, viennent plutôt de la CleanArchi et affinés par les DD. Merci Kalev, d'accord. Alors CleanArchi, moi je l'ai lu, si on parle du bouquin de l'oncle Bob. Je l'ai lu et moi j'ai plus retrouvé les anciennes archis. J'ai pas trouvé vraiment une grosse adhérence au DDD et à l'archi hexagonale, mais il faudrait que je le relise du coup. L'utilisation de CQRS. Alors CQRS pour moi super intéressant, c'est dans la couche application. Donc c'est bien, c'est une partie de mon cours. CQRS, en gros, l'idée, c'est de se dire, OK, dans la couche application, il y a une partie des traitements qui sont des requêtes, où je vais essentiellement lire les données, et une partie où je vais changer l'état. Et là, le pattern CQRS nous dit, séparez les deux couches, parce que c'est pas tout à fait pareil. En gros, quand on va modifier l'état, on peut passer en asynchrone. Donc, il nous propose ça, CQRS, quoi. Voilà, allez-y pour les questions. C'est sympa de donner des liens, ça serait bien de pouvoir tous les stocker. L'article était dans le futur. Ah oui, d'accord, le lien est pas bon, quoi. Ah non, c'est QRS. Moi, on pourrait revenir là-dessus. Hein. C'est commande. J'envoie une commande pour faire de la modification. Moi, ma vision, c'est gagner en performance, gagner en asynchronisme, et je le mets pas dans le domaine. Je le mets dans l'application. Mais à la limite, je comprends qu'on mette un petit peu des deux, quoi. La canne sur un mais pour comment vérifier qu'on n'ajoute pas un contact en double sans changer les. Eh ouais, mais ça c'est une vraie difficulté de toute manière, quoi. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est, de toute manière, il faut les passer, hein, donc il faut les classer, hein, tes 5 millions de contacts. Hein. Ça veut dire que dans ta structure, dans ton agrégate, tu dois avoir une structure où tu vas gérer tout ça, quoi. Je réponds à Olivier. Donc tu vas pas faire une recherche séquentielle, donc non, faut les ranger, quoi. Voilà, quoi. Ouais, alors, je devais finir en vous disant que j'ai un peu oublié. Avec Promise, on est en train de définir un catalogue de bonnes pratiques là, sur le DDD. Là, c'est le tout début.
On commence à peine à rédiger ces bonnes pratiques. Vraiment, on focus. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu, vous savez que c'est un peu ma spécialité. Je regarde vraiment sur les patterns tactiques. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt, si vous avez des nouveaux développeurs autour de vous, mettez-leur le pied à l'étrier sur les patterns tactiques. Ça rentre plus dans. Cédric, tu veux peut-être prendre la main, expliquer un petit peu cette initiative de bonnes pratiques sur le DDD. Ouais, carrément. Bonjour tout le monde, merci. En tout cas, je crois que Xavier, tu as peut-être gagné le droit de faire un second webinaire parce qu'il y a pas mal de matière et apparemment ça intéresse les gens, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, simplement pour celles et ceux qui connaissent pas, donc Promise, nous on développe une solution justement collaborative qui a pour objectif d'accompagner la définition et le partage de bonnes pratiques en équipe. Donc vous pouvez découvrir davantage ce qu'on fait sur notre site promise.com et surtout on a une version gratuite d'essai si vous voulez prendre en main l'outil. Donc c'est vraiment pour objectif de monter en compétence ensemble en équipe sur tout un ensemble de bonnes pratiques sur différentes thématiques. Et il s'avère que tout ce qui concerne le DDD, l'archi-exa, ça fait partie de ces sujets. C'est un exemple de thématique qu'on peut aborder ensemble. Et typiquement, parce que ce que disait Xavier, c'est vrai, si vous créez un compte aujourd'hui sur notre plateforme Promise, vous allez pouvoir identifier en fait dans un espace de catalogue public qui sont des bonnes pratiques en fait proposées par l'ensemble de la communauté Promise. Vous avez un catalogue ici, on voit, qui s'appelle Hexagonal Architecture, qui est un peu situé en bas à droite. Et c'est un exemple ici de bonnes pratiques qu'on a créé nous en interne. Voilà, donc comme dit Xavier, c'est un sujet qu'on s'approprie, sur lequel on travaille. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, même à nous partager vos retours sur le sujet. Donc effectivement, le lien avec Promise aussi se fait là-dessus. Donc si vous avez des sujets de diffuser des bonnes pratiques sur ces sujets-là chez vous, n'hésitez pas à venir nous voir, à tester l'outil et on en parle. Je te laisse conclure, Xavier. Ouais, juste pour vous dire qu'il y a encore plein de sujets sur ce DDD. Si ça vous tente, dans la suite, souvent, moi je présente ensuite l'inversion de dépendance et le repository, le lien avec MongoDB, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment top. Vous présentez un Rex. On a changé de base de données plusieurs fois sur FX. Et vraiment de le faire comme ça, au début, on le faisait en disant, voilà, read the book, quoi. Mais on n'y croyait pas trop. On a changé de base de données, on est passé de RabbitMQ à l'autre de chez Apache, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et on a repassé à RabbitMQ. Et d'avoir une indépendance dans la couche domaine, ça nous a vraiment sauvé des années, quoi. Voilà, donc si vous voulez, il y a moyen de faire un nouveau rendez-vous sur pourquoi pas le repository et pourquoi pas un troisième sur CQRS. Je pourrais vous montrer comment je le développe, comment je le fais. Ouais, Kafka, merci Lionel, j'oublie à chaque fois Kafka. Nous, l'expérience avec Kafka, on est passé sur Kafka, ça n'a pas été concluant, on est revenu sur RabbitMQ et d'avoir une indépendance avec l'infra et tout ça, ça a été fait en une journée, quoi. Donc on n'a pas changé notre domaine parce qu'on avait changé de plateforme technique. Arnaud, ArcUnit, on a arrêté. On n'a pas été plus loin. Trop compliqué à maintenir, trop de règles super techniques. On est plutôt, comme tu le vois avec Cédric, sur des définitions de bonnes pratiques actuellement, quoi. Donc on a cette espèce de catalogue de bonnes pratiques et on s'est rendu compte que voilà, c'est parfois un peu mieux de les avoir sous le nez et de coder dessus, quoi. Donc, Sylvain, le lien avec ArcUnit, c'est qu'on pensait qu'on pouvait hard-coder des principes de nommage, de dépendance entre les classes pour qu'elles soient vérifiées de manière un peu automatique, du style, voilà, tu ne dois pas mettre de MongoDB dans la partie domaine, l'infra doit dépendre de domaine, mais pas l'inverse, ce genre de choses. Et donc, on a utilisé une plateforme qui s'appelle ArcUnit qui permettait de les automatiser. C'est un peu dur à implémenter, c'est un peu hard-codé, et puis on avait d'autres règles où c'était limite du nommage, donc on est un peu sorti de ça, quoi. Donc voilà. On est plutôt sur les bonnes pratiques maintenant, quoi. De rien, tout le monde, quoi. Le replay, ouais, j'espère, quoi. Oui. Bon, en tout cas, je vois que le sujet a beaucoup intéressé parce qu'on a frôlé la centaine de personnes, donc c'est intéressant. Effectivement, peut-être que ça donnera l'occasion à une suite. En tout cas, Ouais, pas mal de pourquoi pas. discussions. Puis franchement, c'est un échange d'expérience. Moi, je discute avec pas mal de développeurs DDD. On n'est pas tous d'accord sur les mises en œuvre. Mon principe, c'est de dire voilà, si vous voulez mettre le pied à l'étrier, si vous voulez démarrer, suivez ces recommandations. Elles sont sympas pour embarquer. Et une fois que vous avez embarqué, voilà, vous pouvez remettre en question deux, trois trucs. C'est complètement normal et c'est l'expertise de tout développeur. Donc n'hésitez pas. Et puis après, si vous avez des tips, si vous dites ah non, là tu devrais faire comme ça, je suis preneur aussi, parce qu'entre ce que je propose pour démarrer et ce que je fais sur FX notamment, il y a une petite différence parfois. Donc voilà, quoi.
Ouais, merci à vous. Hâte d'une suite. Ok, mais écoute, Alice, je crois que le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est vrai qu'il va me redemander. On fera la. C'est pas moi qui te dis, hein, tu sais, on va faire le next step sur le. Je pense que le repository, c'est pas mal. De voir l'inversion de dépendance, c'est assez joli quand on n'a jamais fait ça. C'est vraiment sympa, quoi. Merci à vous. Super. Ouais, c'est cool. C'est rare d'avoir autant de points positifs sur le DDD. Tu sais. D'habitude, n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je plaisante, bien sûr. +1 pour l'inversion. Ok, Tom, ça marche. Je ferai ça. Ok, bah écoute, Cool. Ouais. je vous propose qu'on s'arrête là. Je crois qu'on s'est échangé les contacts. Vous avez l'email de Xavier dans le chat. Promise.com pour toutes les infos. De toute façon, pour la plupart, on s'est déjà en relation sur différents canaux. Donc voilà, on poursuit les échanges quand vous voulez. Et merci beaucoup pour votre présence. Et puis j'espère à très bientôt du coup pour un prochain webinaire sur ce sujet ou pourquoi pas un autre. Oh, salut Isabelle. À très bientôt. Salut. Là. Il y a des gens que je connais. Il C'est bien de les voir. Ouais, c'est sympa, quoi. À bientôt. Très bonne journée tout le monde. Ciao. On ferme. Salut tout le monde. On ferme.